son adjoint, c'est l'adjoint de l'officier général de la zone de défense et de sécurité. Il est en charge de la coordination de toutes les opérations militaires qui ont lieu en Île-de-France. Et en premier lieu, évidemment, l'opération Sentinelle, dont il coordonne les moyens et il assure la pérennité dans le temps. Voilà, le général qui a pris place à bord d'un commande-car, comme on l'a vu tout à l'heure avec le président de la République. C'est donc lui qui est le chef d'orchestre en quelque sorte de ce défilé du 14 juillet et qui en a la charge, on peut dire ça, concernant les troupes à pied. Oui, tout à fait. Il coordonne, il a supervisé depuis Satori, depuis maintenant une semaine, l'ensemble des défilés, faisant avec beaucoup de rigueur militaire, le débriefing de chaque entraînement pour être prêt le jour J, pour être prêt aujourd'hui. On parlait du partage de la flamme qui est l'intitulé du thème aujourd'hui et il est déjà en charge, le général Panza, il est déjà en charge de la préparation, de la sécurisation des Jeux Olympiques 2024. Les travaux ont déjà commencé. C'est vrai que c'est l'un des grands thèmes de cette édition du 14 juillet, le partage de la flamme de la résistance, la flamme de l'histoire et la flamme des Jeux Olympiques. Alors que s'avancent les écoles avec, comme le veut la tradition, l'école polytechnique qui ouvre ce défilé avec cette année particularité puisqu'on célèbre le 50e anniversaire de l'ouverture du concours aux femmes, qui est une décision qui a été prise par Michel Debré sous le président Pompidou en 1972. Et je disais tout à l'heure, la première ministre Elisabeth Borne a elle-même défilé sous les couleurs de Polytechnique en 1983. Oui, tout à fait. L'excellence académique qui clôturera ce défilé du 14 juillet, elle est mise en avant traditionnellement par les écoles et l'école polytechnique en premier lieu. À savoir que parmi la garde de drapeau, ce sont 6 des 15 majors qui se battent un petit peu pour avoir la chance de faire partie de la garde de drapeau, notamment pour ce 14 juillet, issu des plus grandes écoles de France. C'est la récompense. Tout à fait. Et donc ces élèves qui ont fait jusqu'au mois d'avril, donc de septembre à avril dernier, ils étaient en immersion totale dans le milieu militaire, dans des régiments, dans des escadrons ou à bord de bâtiments de la Marine nationale. Voilà, l'école polytechnique qui est évidemment porteuse d'une tradition d'excellence et qui a été militarisée par Napoléon en 1804 avec comme autorité défilante aujourd'hui en tête le colonel Thibaut Capdeville. L'école qui compte aujourd'hui 17% de femmes et qui souhaite atteindre 30% dans ses effectifs d'ici 2026. Alors que s'avance l'école des officiers de la gendarmerie nationale à présent, ils sont porteurs de la tenue traditionnelle de leur première année. La tétra est coiffée du taconnet, c'est-à-dire ce plumet bleu pour les élèves et qui est blanc et bleu pour les cadres. Oui, tout à fait. La promotion de cette année qui a fait un choix tout à fait original, salué par le ministre de l'Intérieur lui-même, qui a décidé de nommer sa promotion non pas du nom d'un gendarme historique, mais promotion combat de Pontlieu, qui est un combat qui a eu lieu le 12 janvier 1871 et qui est vraiment la gloire de la gendarmerie nationale. Et c'est le colonel Pierre-Yves Bardy qui est en tête de ce bloc de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. C'est le chef de la division de la formation. Et le drapeau de cette école, qui a été décoré en novembre 2019 par le président Emmanuel Macron, de la croix, du chevalier de la Légion d'honneur. Et vous voyez ce geste traditionnel, quand on arrive devant la tribune pour saluer le président de la République, on abaisse le sabre. Suivi de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, école créée par Napoléon, par la loi du 1er mai 1802, qui était initialement implantée à Fontainebleau. Napoléon l'a ensuite transféré dans la ville de Saint-Cyr-l'École, ce qui a donné son nom par la suite à cette école. Alors vous voyez la coiffe traditionnelle, c'est le caosar, c'est le nom donné à cette coiffe, avec ce plumet qui est constitué de 150 plumes, c'est très précis, de coques, dont 120 sont blanches et 30 sont rouges. Voilà pour la précision. C'est quoi?
et qui clôturera cette année, de ces élèves aspirants qui portent actuellement l'épaulette à franges à droite et qui vont la passer à gauche lorsqu'ils vont passer sous-lieutenant. Donc l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui contrairement à ce que son nom l'indique, n'est pas à Saint-Cyr-l'École, mais qui est à Couët-Quinan, qui a gardé le nom historique de l'endroit où elle était stationnée, sachant que c'est le général de Gaulle qui, après la Seconde Guerre mondiale, n'a pas voulu réinstaller l'école spéciale militaire à Saint-Cyr car il trouvait que le lieu était trop étroit pour faire notamment des manœuvres de chars et avec des véhicules. Ouais, c'est l'une des 3 écoles de formation des officiers de l'armée de terre, avec aujourd'hui 202 défilants. L'école militaire interarmes, qui fait également partie de l'Académie militaire de Saint-Cyr. 114 défilants avec à leur tête le lieutenant-colonel Laurent Luisetti. Donc cette école militaire interarmes permet à d'anciens sous-officiers de l'armée de terre de devenir officiers via un concours interne. Donc on retrouve bien l'escalier social dont on parlait en préambule au sein des armées. L'escalier, non pas l'ascenseur, c'est ce que disent tout le temps les militaires. Ils se sont les marches, mais on ne monte pas dans l'ascenseur pour arriver d'un coup tout en haut. Tout à fait, ils ont mérité leur grade d'officier via un concours très exigeant. Et donc c'est pour cela que ces officiers ont eu une carrière d'abord militaire en tant que sous-officier. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup d'entre eux portent déjà des médailles, signes distinctifs d'avoir participé à des opérations extérieures. Et qui a pour devise le travail pour loi, l'honneur comme guide. L'école militaire interarmes qui a déjà formé plus de 35 000 officiers à ce jour. Et voici arrivé le 3e et dernier bloc de l'Académie militaire de Saint-Cyr, qui est tout jeune, puisqu'il a été créé l'an dernier, en 2021. Elle a déjà défilé d'ailleurs lors du 14 juillet dernier, avec cette tenue de parade bleu horizon inspirée de la tenue des officiers de réserve mobilisés lors de la Grande Guerre. Oui, donc le plus jeune drapeau de l'armée de terre qui défile sous nos yeux aujourd'hui, ce drapeau qui a été inauguré à l'occasion de la création de cette école qui engage des officiers sous contrat qui ont eu pour la plupart une première partie de carrière civile. J'ai discuté avec certains d'entre eux qui me disaient qu'ils étaient banquiers, traders, ils avaient participé à différents métiers dans le corps civil et tout en ayant fait de la réserve opérationnelle et vraiment une volonté de s'engager, de quitter ce monde civil pour s'engager pleinement dans le monde militaire. Et c'est ce que permet de faire cette école. 151 défilants aujourd'hui qui saluent le président de la République et la tribune officielle sur cette magnifique place de la Concorde. La promotion Général Bellec en l'honneur de ce compagnon de la Libération qui a fait partie du régiment de marche du Tchad. L'école navale qui s'avance devant la tribune officielle maintenant. L'école navale qui assure la formation de tous les officiers de la Marine nationale. Oui, donc on reconnaît la tenue des marins, évidemment, avec l'encre de marine sur la coiffe, également la double rangée de boutons sur la veste bleue, et puis évidemment, de loin, ça se voit bien par rapport à la tenue bleue, les guêtres qui sont portées. Donc, les élèves de l'école navale que l'on appelle affectueusement les bordaches, en souvenir de Jean-Charles de Borda. Les bordaches. Les bordaches. En souvenir de Jean-Charles de Borda, qui était scientifique et navigateur à la fin du XVIIIe. Avec à leur tête le capitaine de frégate Sébastien, qui est donc suivi de la garde au drapeau de 6 premiers de la promotion. Viennent ensuite 2 cadres officiers, dont un allemand, je crois. L'école de l'air et de l'espace qui se présente maintenant, qui a la particularité de porter une fourragère et pas n'importe laquelle, celle en l'honneur des compagnons de la Libération, puisqu'elle a récupéré les traditions de l'escadrille française de chasse numéro 1. La fourragère, c'est le ruban vert qu'on voit côté droit. Tout à fait, qui était à l'époque une cordelette tenue par les cavaliers pour apporter le fourrage à leurs chevaux. Et ces fourragères ont toutes des couleurs et des significations maintenant. Alors Vincent Gauthier, qui était leur tête, qui est commandant de l'escadron de formation au commandement, est un petit-fils d'un as de la Seconde Guerre mondiale qui a remporté de nombreuses batailles et qui termina sa carrière en tant que chef d'état-major de l'armée de l'air. Cette promotion
promotion qui a été baptisée colonel James Denis lors d'une cérémonie tout à fait singulière à Salon de Provence et présidée par le ministre des Armées lui-même. Et voici arriver l'école des commissaires des armées, qui forme les commissaires, grands administrateurs militaires du ministère des Armées. C'est une école relativement jeune, puisqu'elle est née en 2013, avec Maxime Gillet, qui en est le directeur adjoint, et qu'on découvre ici à l'image en tête du bloc. Oui, alors, les commissaires qui ne sont pas les commissaires de police, ce sont les administrateurs des armées, puisqu'ils gèrent toute la partie administrative et également législative et font partie du conseil juridique pour les armées, notamment le respect du droit des conflits armés, puisque chaque engagement doit respecter ses droits. La promotion 2021 de l'école de commissariat des armées qui porte le nom d'un intendant général d'Aru, qui était un homme d'État et de lettres sous Napoléon Ier. Et ils sont 45 aujourd'hui à défiler sur les Champs-Élysées. Voici maintenant l'école du service de santé des armées, dont l'histoire remonte à l'école du Val-de-Grâce, qui a été créée le 9 août 1850 sur décision de Louis-Napoléon Bonaparte, et qui se compose en deux blocs. Le premier, ce sont les élèves médecins et pharmaciens de 3e et 4e année. Le second bloc, ce sont les élèves infirmiers de 3e année de l'école du personnel paramédical des armées. Oui, la petite particularité de leur tenue, donc qui peut ressembler de loin à une tenue de la Marine nationale, mais qui n'en est pas une, et donc notamment sur la coiffe, on va retrouver le caducée du corps médical civil également. Et donc on l'a vu sur ces nombreuses médailles du chef de corps, le médecin en chef Luc Aigle, qui montre bien que le service de santé des armées participe directement aux opérations au plus près des hommes, au plus près des combattants, pour le soutien physique et psychologique. L'école des sous-officiers de la gendarmerie. Qui arrive ensuite. Les voici ici, à l'image. Ils sont implantés à Dijon, qui est la plus jeune des 7 écoles de gendarmerie, créée le 1er septembre 2016, sur le site de l'ancienne base aérienne 102. Alors, l'adjudant-chef François, cadre au premier rang à droite dans la garde au drapeau, est très fier que sa fille, Iliana, figurez-vous, qui est âgée de 16 ans, participe tout à l'heure à l'animation de clôture avec son lycée militaire d'Autun. Le papa et la jeune fille qui défilent le même jour sur le 14 juillet des Champs-Élysées. Oui, il y aura d'autres histoires comme ça aujourd'hui. Le défilé des Champs-Élysées, c'est vraiment des histoires de famille, c'est des grandes émotions à partager. Et c'est vraiment toujours aussi prenant et aussi poignant pour les participants. Et on voit sur les images au ralenti, toujours magnifiques, de Jean-Jacques Absalem, que le pas est parfaitement respecté. Oui, effectivement, alors le fait de porter des gants blancs pour toutes ces sections fait qu'il n'y a pas de droit à l'erreur, parce que les gants blancs se voient parfaitement bien, et le cadencement et la synchronisation est évidente aux yeux de tous. L'école nationale des sous-officiers d'active, basée à Saint-Maxence-l'École, qui est une école de commandement qui forme des jeunes sous-officiers, des futurs chefs de l'armée de terre, d'actifs comme de réserve, avec à leur tête le colonel Philippot. Oui, donc ces élèves qui sont issus du monde civil et qui ont participé à un concours pour pouvoir faire partie de cette école, et qui sont amenés à devenir les cadres de premier plan, mais également les techniciens experts des différentes armes de l'armée de terre, puisqu'on va parler des différentes armes de l'armée de terre, que ce soit l'infanterie, le génie, les transmissions, et donc ce sont bien ces différentes armes au sein de l'armée de terre qui vont avoir différents experts. Et voilà l'école de Mestrance, qui tient son nom du vieux français, qui désigne l'ensemble des officiers mariniers d'un navire. École qui a été créée en 1933, 77 marins qui défilent aujourd'hui, avec une particularité qui est que les plus petits défilent devant, contrairement aux autres formations, mon colonel. Oui, ça a été une volonté du chef d'état-major de la Marine nationale
l'amiral Vandier qui voulait absolument que les plus petits qui sont parfois derrière les sections et qu'on ne voit que peu soient mis à l'honneur devant. Et puis il y a quand même plus de 25 spécialités qui sont représentées dans cette section d'officiers mariniers, et même si on dit officiers mariniers, ce sont bien le corps des sous-officiers qui est représenté ici. Et voici arrivé l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace. C'est ainsi qu'il faut le qualifier maintenant. Armée de l'air et de l'espace. Donc cette école a la particularité de former les sous-officiers qui seront amenés à être employés au sein de l'armée de l'air et de l'espace, mais également tous les techniciens qui vont être amenés à opérer sur des avions, des hélicoptères, des drones. Et comme vous le savez, des avions, des hélicoptères, des drones, il y en a dans les 3 armées. Et c'est pour ça que cette section, vous allez pouvoir retrouver des marins, des aviateurs et des soldats de l'armée de terre également, qui paradent tous ensemble dans une section, une troupe mixte. Et c'est une unité qui fait, tenez-vous bien, cette année c'est 90 ans d'existence, quasiment un siècle d'histoire. L'école des Mousses, qui a pour particularité d'être la seule école des armées à former des mineurs de 16 à 18 ans. Ce sont donc les plus jeunes militaires à défiler aujourd'hui. Et c'est le Mousse Ayoub qui est, on va l'apercevoir tout derrière à droite, qui est l'un des benjamins de ce défilé. Il est originaire de Marseille, il a 16 ans et il vient de signer un contrat de 4 ans comme matelot électrotechnicien. Ce sont effectivement de très jeunes militaires, il n'est jamais trop jeune pour avoir des décisions symboliques, et ils ont décidé d'avoir comme parrain de promotion le navigateur Kevin Escoffier qui, lors du Vendée Globe 2020, avait été sauvé par Jean Le Cam, son concurrent, et cette belle image de fraternité, ils ont décidé de la garder au sein de l'école des Mousses en ayant comme parrain Kevin Escoffier. Et le voici ici à l'image. Le premier régiment d'infanterie de la garde républicaine, qui se compose de 3 compagnies de la présidence de la République, l'escadron motocycliste et la batterie fanfare. Oui, le premier régiment et le second régiment d'infanterie de la garde républicaine qui défilent côte à côte. Devant le premier régiment, on retrouve le colonel Frédéric Poulain qui a commandé les troupes tout à l'heure et rendu les honneurs au président de la République. Et donc on voit bien au travers du port de la fourragère dorée que ce sont bien des gendarmes, puisqu'ils portent la même fourragère qu'on en avait tout à l'heure au sein de l'école des officiers de gendarmerie nationale. Et c'est d'ailleurs le régiment le plus paritaire et féminisé, avec 45% de personnel féminin. Donc le premier régiment d'infanterie à droite qui s'occupe de la protection du président de la République et du palais de l'Élysée, et le second régiment à gauche qui lui assure la protection des parlementaires. Avec en tête le colonel Frédéric Poulain, qui est le commandant du premier régiment d'infanterie et qui a son fils d'ailleurs qui est présent lui aussi dans l'animation finale. Le plumet qu'ils portent a une couleur, ils ont tous des couleurs différentes, c'est en fonction de leur grade, ce sont des officiers, des sous-officiers, et ils vont porter un plumet avec des couleurs différentes sur la coiffe. Et voici le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, dont la mission est de lutter contre la criminalité liée au numérique, qui est évidemment une réalité de notre quotidien et qui comprend aujourd'hui 7500 cybergendarmes, avec une plateforme d'ailleurs, tiens j'en profite, vous qui nous écoutez, une plateforme dédiée pour y signaler toutes les arnaques ou tentatives d'arnaque dont vous seriez victime. Oui, les cybergendarmes qui sont chacun présents dans les différentes brigades de gendarmerie sur l'ensemble du territoire national, et on voit au travers de cette cybercriminalité, que ce soit en France ou à l'étranger, ce côté multimilieu, multidomaine de la conflictualité aujourd'hui, et c'est le cas pour nos armées également à l'étranger. Voilà, le bras du pas, on en parlait tout à l'heure, absolument magnifique sur ces images de ralenti. Et qui arrive devant la tribune du président de la République, la tribune officielle. C'est vraiment un entraînement particulier, ça aussi, mon colonel, pour marcher au pas, le regard droit,
C'est un entraînement dans vraiment une espèce de perfection absolument totale. Oui, il y a un mimétisme qui doit être réglé comme une horloge suisse. Et c'est pour ça que toutes ces troupes s'entraînent depuis maintenant une semaine sur le site de Satori. Et ça a été de longues journées pour eux. Les troupes de marine, dont on fête cette année, tenez-vous bien, les 400 ans. Créées en 1622 par le cardinal de Richelieu, ces troupes qui sont spécialisées devaient tenir garnison à bord des vaisseaux et protéger par conséquent les ports et les postes outre-mer. Le général Garnier, que l'on voit ici à l'écran, qui est le père de l'arme des troupes de marine, qui commande l'état-major spécialisé pour l'outre-mer à l'étranger, qui effectue ici son 5e et dernier défilé du 14 juillet, puisqu'il quitte le service actif très bientôt. Bon, on lui tient un coup de chapeau alors. Avec la musique des troupes de marine, 60 musiciens professionnels qui sont basés à Satori et qui défilent d'ailleurs pour la première fois. Ce qui n'est pas anodin, puisque d'habitude, seule la Légion étrangère est autorisée de défiler avec sa musique. Et là, exceptionnellement, pour ce 400e anniversaire, les troupes de marine ont pu défiler avec leur propre musique. Et vous voyez passer les jeunes du service militaire adapté composé de 2 blocs. Ce sont des volontaires qui viennent de Nouvelle-Calédonie et de Guadeloupe. C'est la première fois qu'ils viennent en métropole pour ce magnifique défilé du 14 juillet. Oui, ces volontaires ultramarins qui s'engagent dans l'armée n'ont pas l'occasion de servir en France, mais sur leur propre territoire, que ce soit la Polynésie française, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte ou la Réunion, et ils viennent ici pour défiler avec beaucoup de fierté et d'honneur. Territoire français, on rappelle mon colonel, des territoires outre-mer. Le 5e régiment interarmes d'outre-mer, Oui, qui sont implantés à Djibouti pour être déployés en cas de besoin dans la Corne de l'Afrique. On dit que c'est aussi l'école du désert. Pourquoi? Car on va s'y entraîner en milieu désertique dans des conditions très très difficiles. Oui, pour y avoir personnellement été, Djibouti est un terrain de jeu, si vous me permettez l'expression, tout à fait extraordinaire pour découvrir l'aridité du milieu désertique et vraiment le côté, on va dire, très dur de ce milieu. Donc le 5e régiment interarmes d'outre-mer, dont le drapeau a été décoré il y a 3 jours d'une croix de la valeur militaire pour sa participation à l'opération Sangaris en 2014. Le 33e régiment d'infanterie de marine, qui est une unité de combat prépositionnée dans la zone, notamment des Caraïbes, et qui est intervenu après le passage des cyclones Irma et Dorian, on s'en souvient, qui avaient fait d'importants dégâts, en 2017 à Saint-Martin et en 2019 aux Bahamas. Alors ces militaires qu'ils s'appellent entre eux, Julien, vous savez peut-être les marsouins. Les marsouins, absolument. Parce que les soldats des régiments d'infanterie de marine suivent perpétuellement les bateaux, ils embarquent avec eux, ils débarquent avec eux, à l'image des cétacés qui suivent les bateaux en mer. Donc on va retrouver les marsouins. C'est ça l'origine. Exactement. Je ne le savais pas. Et alors moi j'aime bien leur devise, accroche-toi, ne faiblis pas. Le 3e régiment d'infanterie de marine qui s'avance maintenant, c'est le régiment le plus décoré de l'armée, qui sont spécialistes du combat débarqué des opérations amphibies, qui a été créé en 1831 par ordonnance du roi Louis-Philippe. Le porte-drapeau qu'on voit à l'écran qui est très honoré puisque ça a été son premier régiment, sa première affectation dans ce régiment il y a 20 ans. Il a 46 ans aujourd'hui, pardon, il est entré à 20 ans, il a 46 ans aujourd'hui, il est revenu dans ce régiment et il a le privilège et l'honneur d'en être le porte-drapeau. On voit de nombreuses participations aux opérations extérieures avec beaucoup de médailles qui montrent cet engagement continu au quotidien. Le 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, qui sont spécialisés notamment pour ouvrir des théâtres d'opération. C'est eux qui arrivent en somme les premiers sur une zone de conflit. Oui, tout à fait. Et moi, personnellement, c'est cette devise qui me marque le plus, qui est magnifique. Être Durer. C'est vraiment une très belle devise du 3e RPIMA, le régiment de parachutistes d'infanterie de marine, et qui va bientôt souffler une autre flamme, celle des bougies des 60 ans d'installation à Carcassonne. Oui, le régiment d'infanterie char de marine, qui s'est particulièrement distingué lors de la bataille de Verdun, puisque c'est une unité qui a été créée en 1915
Et vous pouvez observer qu'il porte la triple fourragère. Tout à fait, un régiment particulièrement cité et décoré également. Donc les régiments d'infanterie qui portent des épaulettes à franges de couleur jaune. Et vous verrez que donc, ces troupes de marine, qui je rappelle sont bien de l'armée de terre, c'est pas parce qu'on dit que ce sont des troupes de marine qui sont de la marine nationale. Les voici arrivés, 3e régiment d'artillerie de marine, qui sont projetés sur tous les théâtres d'opération. C'est l'une des plus anciennes unités d'ailleurs de l'armée de terre. Oui, ils reviennent tout juste de l'opération Barkhane au Sahel. Et donc là, autre anecdote, les militaires sont appelés des bigorres. Je ne sais pas si vous savez quoi. Non, mais dites-moi tout. Alors, comme ce sont des militaires qui sont dans l'artillerie, tel le bigorneau sur son rocher, ils sont accrochés pour pouvoir faire feu. Et c'est c'est de là que vient l'origine. Donc, les marsouins et les bigorres des troupes de marine. Bon, vous en avez d'autres comme ça à nous apprendre d'ici la fin du défilé ou pas? Je pense que j'ai vidé mon stock. 11e régiment d'artillerie de marine qu'on découvre ici, qui est une unité créée en 1929. Tiens, on va continuer avec les devises. L'autre terreur après la foudre. Un autre anniversaire que l'on fête avec le général de division Thierry Lasserre qui est ici à l'écran, c'est les 80 ans de l'arme des transmissions. Donc les transmissions qui ont un rôle primordial, donner les ordres et rendre des comptes pour permettre au combat d'être le plus réactif possible. Voilà, c'est eux qui sont en somme chargés des moyens de communication et de la cybersécurité. Alors, il y a plein de petites histoires qu'on nous a racontées sur ces transmetteurs. Le premier transmetteur connu, figurez-vous, que c'est le grec Philippidis qui a parcouru les 42 km séparant Marathon d'Athènes pour délivrer le message de la victoire. Alors, le garçon a eu beaucoup de malheur puisqu'il mourut d'épuisement, comme le veut la légende, quand il est arrivé à destination. Donc les drapeaux du 18e régiment de transmission, du 28e, du 40e et également du 48e qui défilent derrière donc leur chef, le général de division Lasserre. Philippides, bien sûr, vous aurez corrigé. Le 4e et 1e régiment de transmission qui s'avance maintenant sur les Champs-Élysées, qui a pour mission de mettre à disposition des états-majors opérationnels tous les systèmes d'information et de communication qui sont évidemment nécessaires pour fonctionner et commander. Et donc on va retrouver une autre histoire de famille dans ce 45e régiment de transmission, puisque l'adjudant Christophe, qui défile ici, a également son fils qui va défiler plus tard dans le défilé motorisé avec le 40e régiment d'artillerie, et puis sa fille qui travaille à la sécurisation du défilé, puisque on voit beaucoup de militaires engagés pour le défilé, mais il ne faut pas oublier tous ceux qui œuvrent dans l'ombre pour sécuriser et pour permettre à ce très bel événement de se produire. Alors vous savez qu'ils ont une petite mascotte, le 41e régiment de transmission, qu'on voit ici à l'image. C'est un bouc alpin. Il n'est pas aujourd'hui sur les Champs-Élysées, il n'a pas été invité visiblement. Mais leur mascotte, c'est un bouc alpin, qui est le premier transmetteur Mansour. Alors je crois l'avoir vu tout à l'heure sur les Champs-Élysées, mais qu'il n'a pas été autorisé à défiler. Plus compliqué pour respecter le pas. Peut-être, on verra tout à l'heure des compagnons canins qui accompagneront les pompiers notamment et les commandos. On va découvrir maintenant le 53e régiment de transmission qui est basé à Lunéville en Meurthe-et-Moselle, qui est déployé sur toutes les opérations extérieures et notamment sur l'opération Sentinelle et qui a vocation à monter en puissance vers ce qu'on évoquait tout à l'heure, ces combats de haute intensité. Donc le 53e régiment de transmission qui est leader depuis 2017 sur l'expérimentation, notamment du socle technique commun des échanges et qui a participé aux différentes opérations Barkhane au Sahel. 93 défilants aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Et voici le 121e régiment du train, spécialisé en logistique de transport, de ravitaillement, et qui s'est particulièrement entraîné à faire face notamment aux engins explosifs utilisés par les djihadistes, notamment dans la bande Sahel. La logistique, le nerf de la guerre qui est employé sur toutes les opérations, le 121e régiment du train est vraiment sur tous les fronts. Je crois qu'il y a un chiffre, mon colonel, qui est important de citer pour que chacun ait en tête les ordres de grandeur. Pour un combattant, il faut à peu près 5 à 6 militaires.
C'est ça, 5 à 6 soutiens, soutien commun, soutien spécialisé, soutien technique. Et ce 121e régiment du train qui est mis à l'honneur avec ce défilé participe également chaque année à la préparation du 14 juillet. Ils sont toujours sur le front. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris, créée par Napoléon en 1811 à la suite d'un incendie, pour la petite histoire, lors d'un bal au cours duquel l'empereur a échappé de peu à la mort. Et c'est à la suite de cet événement qu'il a décidé de créer la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc les sapeurs-pompiers de Paris qui sont des militaires, c'est vraiment la particularité de cette brigade. Ce sont des militaires de l'armée de terre, ce sont les seuls militaires de l'armée de terre sapeurs-pompiers. On reconnaît les officiers grâce à leur casque argent avec un ornement doré, et les sous-officiers, eux, ont un casque entièrement argenté. Et c'est le plus grand corps de sapeurs-pompiers d'Europe, c'est important de le dire, et le 3e dans le monde après Tokyo et New York. Et voici la frégate de défense aérienne qui regroupe des métiers très variés, que ce soit des artilleurs, des mécaniciens, des navigateurs, des fusiliers, des logisticiens ou encore des électriciens. Oui, la frégate de défense aérienne Forbin qui assure la protection aérienne de la 3e dimension, notamment du porte-avions Charles de Gaulle, en s'assurant qu'aucun avion, ni aucun missile, ni aucun drone ne puisse pénétrer une bulle de protection qui est censée garantir la défense du porte-avions et de ses intérêts. 64 marins défilant aujourd'hui. Et donc cette frégate de défense aérienne, encore une fois, qui est fabriquée à Lorient par DCN et qui est vraiment un bijou de technologie, encore une fois, français. Alors que s'avance le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Téméraire, on était à leur côté tout à l'heure, juste avant le début du défilé. La France possède aujourd'hui 4 sous-marins de dissuasion nucléaire. Oui, à savoir que le mot nucléaire dans le sous-marin nucléaire lanceur d'engins ne veut pas dire qu'il tire des missiles nucléaires, c'est la propulsion qui est nucléaire, c'est le côté lanceur d'engins qui notifie bien que ce sont des sous-marins de la force océanique stratégique et qui participent depuis 50 ans à la permanence à la mer, avec en permanence un sous-marin capable de riposter avec le feu nucléaire à une éventuelle attaque mettant en jeu les intérêts vitaux de la France, et encore une fois, sous ordre présidentiel uniquement. C'est vraiment la particularité de la dissuasion nucléaire. Oui, le Téméraire qui a été mis sur cale le 18 décembre 1993 et qui est lancé en 98. Voilà. Avec la dissuasion nucléaire qui est opérée depuis l'arme aérienne depuis 1964, avec la première permanence en vol, et puis depuis 1972, 50 ans aujourd'hui, avec les forces océaniques stratégiques. Et ici, on a l'équipage bleu qui défilait. La base d'aéronautique navale de Lanvéoc Poulmic avec à sa tête, regardez, le capitaine de vaisseau Cécile Dumont-Daillot. C'est sur cette base que sont formés les pilotes de la navale, les pilotes d'hélicoptères, ainsi que l'entraînement du personnel navigant. Oui, tout à fait, on va retrouver des flottilles qui sont opérationnelles sur hélicoptère, notamment hélicoptère NH90 ou Caïman, et qui s'assurent de la protection, de la surveillance, des emprises et notamment de l'escorte lorsque les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins quittent l'île Longue pour leur patrouille. Des hélicoptères vont venir escorter ce départ opérationnel vraiment très sensible et très important. Et on voit qu'on a chaud sous les képis de la marine. Oui, je vous disais avec la tenue. La force maritime des fusiliers marins et commandos avec ces célèbres bérets verts qui sont les héritiers du célèbre commando Kiefer, qui débarquèrent en Normandie en 1944 et qui préservent évidemment leur anonymat car ils opèrent au plus près de l'ennemi. Oui, ce sont des forces spéciales, les bérets verts, commando Kiefer, j'en avais parlé, il y en a d'autres, le commandant Hubert notamment. Et puis à leur côté défilent également les fusiliers marins avec leurs bérets bleus qui eux assurent la protection, la défense et le contrôle des emprises militaires de la marine nationale. Les forces spéciales donc avec le commando Kiefer ici et qui fête ses 30 ans, en tout cas les 30 ans du commandement des opérations spéciales, du COS, on verra tout à l'heure. La préparation militaire marine qui est un centre et une unité ouvert aux jeunes de 16 à 21 ans et qui permet d'avoir pour eux une première expérience au sein de la marine. Et on va découvrir parmi eux Manon, je crois, qui a 16 ans, qui est deuxième en partant de la gauche et qui est la plus jeune à
défiler. Elle est sur la première ligne. La particularité de cette préparation militaire marine, c'est que ce sont des civils, ils ne sont pas militaires, alors leurs cadres sont bien militaires, ce sont des civils qui se retrouvent durant leur temps libre, les soirs, les week-ends, durant les vacances, pour essayer de découvrir et de faire monter une fibre militaire parmi eux. Et devenir d'éventuels futurs marins ou soldats de l'armée de terre, aviateurs, en fonction de leurs souhaits. La voici ici à l'écran, 16 ans, Manon. La base aérienne 106 à présent qui arrive et qui se présente devant la tribune officielle et qui célèbre cette année ses 85 ans d'histoire avec un bloc composé de 73 militaires et à leur tête le colonel Loriot. Cette base qui assure l'ensemble des opérations aériennes, le soutien à ces opérations, que ce soit la dissuasion, la protection et également l'intervention. Et puis historiquement, il faut savoir que cette base aérienne a été le lieu de départ du général de Gaulle le 17 juin 1940. C'est depuis cette base aérienne qu'il a quitté le sol français pour rejoindre l'Angleterre. Et donc pour revenir sur le général de Gaulle, on a ici la caporal-chef Christelle qui défile devant son père avant de partir à la retraite. Et son père qui lui-même à 20 ans avait défilé sur les Champs-Élysées lors d'un 14 juillet devant le général de Gaulle. La base aérienne 942 à présent qui est installée dans les monts d'Or au nord de Lyon avec à la tête du bloc qui se présente le colonel Mathieu Kessler. Cette base aérienne est un vrai centre névralgique des opérations aériennes, capable de préparer, de commander, de diriger une opération aéroportée, que ce soit à l'intégrer dans un milieu interarmé ou dans un milieu interallié. Le centre d'opération enterré permet à distance de projeter les avions et d'avoir cette capacité de réaction formidable qu'a l'armée de l'air et de l'espace aujourd'hui. Cette base assure également la surveillance du ciel français et la protection et peut faire décoller à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit des avions de chasse si jamais une menace se faisait sentir au-dessus des territoires français. Le détachement à présent de soutien commissariat aux engagements opérationnels, c'est le service du commissariat des armées dont le rôle est de soutenir les armées dans le cadre des opérations à l'extérieur ainsi que sur le territoire national. 80 défilants. On a un détachement ici mixte qui fait le pont entre la formation et l'utilisation opérationnelle, puisque vous allez avoir du personnel de l'école des fourriers de Carqueville, située non loin de Cherbourg. Donc les fourriers qui sont en fait les secrétaires, le secrétariat administratif, mais également vous avez des gens qui sont en alerte permanente, alerte nommée alerte loutre, qui rend hommage aux couleurs brun loutre qui est portée sur les tenues des commissaires des armées. Et donc, ils sont prêts à être déployés à n'importe quel moment, puisque quand on déploie des militaires, il faut assurer également le soutien administratif, le soutien financier, le soutien logistique, pour assurer toutes les opérations. Vous l'évoquiez tout à l'heure, un combattant pour 5 soutenants. Et voici s'avancer le service de santé des armées, qui assure le soutien médical des armées, avec parmi eux le major Julie, ancienne judokate et championne de BMX, qui s'est engagée dans l'armée pour devenir infirmière parachutiste. On va la découvrir, elle est en deuxième ligne, troisième, si je ne m'abuse, en partant de la droite. Le service de santé des armées qui opère toujours au plus près des combattants pour leur assurer le meilleur soutien possible. On a plus de 300 métiers qui sont représentés au sein du service de santé des armées, à peu près tous les métiers médicaux, hormis celui de sage-femme. Le service de la justice militaire à présent, qui est composé de 4 magistrats civils qui sont détachés, ainsi que de 33 greffiers militaires, avec à leur tête le magistrat général Thomas Bride. Donc les greffiers militaires qui sont récupérés dans n'importe quel corps d'armée sur recrutement. Chaque officier peut devenir un greffier militaire, donc c'est un peu la particularité. Ça permet aussi d'avoir une très bonne connaissance du terrain. Quand vous avez un ancien aviateur, un ancien officier de l'armée de terre qui traite un contentieux au sein de l'armée, eh bien,
vous avez des gens qui sont en pleine connaissance du milieu militaire. Le service de la protection sous direction de la sûreté, qui compte près de 400 policiers et personnels administratifs. Avec ici l'École nationale supérieure de la police, celle qui forme les officiers finalement de la police nationale, officiers qui portent le grade de lieutenant et capitaine, puis ils deviennent commissaires au sein de la police. À savoir que le premier drapeau est celui tout simplement de la police nationale, qui d'ailleurs vient d'être décoré pour acte de courage et de dévouement le 7 juillet dernier. C'est la plus ancienne école de police de France, avec pour devise courage, dévouement, intégrité, excellence, exemplarité. Et c'est une femme, vous l'avez vu, qui est en tête, le commissaire divisionnaire Dorothée Sellard. Et voici l'École nationale de police de Rouen-Ouassel et de Reims. Donc vous avez 10 écoles nationales de police en France. Ici sont représentées deux d'entre elles. Et ce sont les écoles qui forment les gardiens de la paix. Pour nos militaires, ce sont finalement les sous-officiers ou également les policiers adjoints. Donc il faut savoir que le drapeau qui est devant, c'est le drapeau des écoles de la police nationale. Il y a un drapeau qui représente ces 10 écoles et qui défile aujourd'hui devant nous. C'est une formation de 24 mois qui se fait sur 2 ans pour les élèves gardiens de la paix, dont 12 mois en École nationale de police, et qui est de 4 mois pour les policiers adjoints en École nationale de police. Donc on voit vraiment que ce 14 juillet n'est pas que la fête du ministère des Armées, puisqu'on retrouve tous les gens qui servent au bien public au quotidien, avec notamment les policiers donc, du ministère de l'Intérieur. Sous les yeux du chef de l'État. Une autre école qui s'avance à présent, l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, qui est située, il y en a plusieurs, Aix-en-Provence, Vitrolles, Gardanne dans les Bouches-du-Rhône et à Paris. Oui, tout à fait. Donc cette école qui va former les cadres des différentes brigades de sapeurs-pompiers partout en France pour avoir un bagage, une connaissance du milieu des sapeurs-pompiers. Donc sapeur qui vient, dont le terme vient du génie. On en reparlera tout à l'heure. Et ils sont 77 à défiler dans ce bloc. Avec le plumet bleu, blanc, rouge. Et vous voyez s'avancer derrière le 15e bataillon de sapeurs-pompiers de France. Tout à fait, donc c'est 15e parce que c'est la 15e fois qu'il défile sur les Champs-Élysées. Chaque bataillon est formé à l'occasion du défilé du 14 juillet. Et donc là, ce sont bien les volontaires de différentes brigades de sapeurs-pompiers de partout en France qui sont là, avec également une très belle devise, courage et dévouement, simple et efficace à la fois. Et donc un anniversaire également dans cette brigade, dans ce bataillon, puisque Corridouane, qui est au dernier rang, fête aujourd'hui ses 18 ans. Eh bien, on lui souhaite un joyeux anniversaire, c'est pas rien, 18 ans. L'administration pénitentiaire, à présent. L'administration pénitentiaire, donc, qui elle aussi sait s'adapter aux nouvelles menaces, puisqu'elle prend en compte largement en ce moment les menaces de drones pour éviter tout survol, que ce soit à des fins néfastes, d'attaque, de renseignements vus de l'extérieur, ou alors la livraison de matériel, de denrées pour... Et ce sont 43 000 personnes, personnel pénitentiaire, avec
avec 30 000 personnels qui sont directement exposés pour la surveillance dans les centres de détention, dans les prisons françaises évidemment. Et ça fait maintenant 6 ans qu'ils réalisent le défilé du 14 juillet chaque année maintenant. La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, on était avec eux tout à l'heure, dont la création remonte à 1791. Ils sont évidemment déployés sur l'ensemble du territoire national. Un habitué également du défilé du 14 juillet, puisque ça fait maintenant 7 fois consécutives que la douane est représentée lors du défilé. Et puis on voit encore un autre ministère représenté ici, puisque les douanes sont bien sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. Donc les douanes qui assurent à la fois un côté répressif, ce sont les douaniers que vous pouvez voir en tenue le long des routes, mais également ils s'assurent du respect des différentes importations commerciales, et notamment avec les règles particulières, comme on peut l'avoir, d'importation vis-à-vis de l'étranger, dedans ou hors de l'espace Schengen. Et j'aperçois loin là-bas au fond, nos amis pionniers du 1er régiment étranger, qui, comme le veut la tradition, viennent clôturer ce défilé à pied, tout simplement parce que leur pas, mon colonel, on le répète chaque année, est plus lent que les autres militaires. Oui, exactement, Julien, on change de tempo, littéralement, ce qui n'est pas une manœuvre facile. C'est pour cela que les pionniers et la Légion étrangère défilent avec sa propre musique pour avoir son propre pas, un cadencement de 88 pas à la minute, ce qui est beaucoup plus lent que le pas habituel. À savoir que cette tenue qui est vraiment emblématique, chaque aspect de cette tenue a vraiment une signification opérationnelle très importante et historiquement très intéressante. On va retrouver chez ces pionniers, qui sont donc les plus valeureux soldats de la Légion étrangère, on va retrouver la barbe, puisqu'historiquement, quand ils partaient au combat, ils disaient « si j'en reviens vivant, je ne me couperai plus la barbe ». Parce que c'est eux qui montaient au front les premiers, et que malheureusement à l'époque, les chances de survie étaient relativement minces. Tout à fait. Donc ils ont gardé cette tradition de la barbe. Et puis il y a également le tablier, la hache, puisque ça illustre la tradition du soldat bâtisseur, qui, une fois le combat terminé, pose son fusil pour prendre la pelle ou la pioche. Exactement, et puis la hache qui avait aussi une fonction pour pouvoir aller casser les armures adverses, éventuellement tout ce qui pouvait empêcher le passage d'un véhicule était taillé à la hache, et donc le tablier venait protéger le soldat, le légionnaire, des éventuels éclats de bois qui pouvaient surgir de cette taille à la hache des différents obstacles. Et d'ailleurs, il forme encore aujourd'hui la tête de colonne ouvrant et sécurisant le passage des unités. Donc c'est vraiment très impressionnant. On a un pas lent, un pas sûr, mais à la fois un pas déterminé. C'est vraiment ces valeurs qu'incarne la Légion étrangère, la détermination, l'engagement, le dévouement le plus total de ces militaires qui arborent des épaulettes aux couleurs rouges et vertes, qui sont les couleurs emblématiques de la Légion. Et qui est composé à 90% d'étrangers, de militaires d'origine étrangère qui sont, s'ils le souhaitent, naturalisés français. Et je parlais avec l'un d'entre eux tout à l'heure. Pour eux, c'est évidemment une grande fierté de s'engager dans la Légion étrangère à la renommée internationale, de prendre la nationalité française et de venir ainsi défiler sous les yeux du président de la République pour le 14 juillet. Effectivement, la Légion étrangère fait vraiment preuve d'ouverture d'esprit puisqu'elle invite tout militaire, quelle que soit sa provenance, sa nationalité, à venir combattre aux côtés des forces armées françaises. Et c'est vraiment une grande force qui a été mise en valeur aujourd'hui lors du défilé, de pouvoir travailler avec des étrangers également. Avec la musique de la Légion étrangère qui défile à leur côté, qui a été créée en 1841, qui est composée de 40 musiciens et qui participe aussi au rayonnement en France et à l'étranger de la Légion étrangère. Il y a évidemment ce qu'ils font sur le 14 juillet, mais il faut savoir qu'ils participent à près de 70 prestations par an, dont une quinzaine de concerts.
aussi bien en France qu'à l'étranger. Et donc c'est légionnaire qui porte le képi blanc, qui n'a pas toujours été blanc, parce qu'il était originellement vert, comme tout képi, et qui finalement, au cours des engagements opérationnels, a été un petit peu... la couleur s'est atténuée par la chaleur, par le soleil, par l'usure. Et finalement, les plus valeureux légionnaires avaient un képi complètement délavé, et c'est devenu une marque de résistance, et les plus valeureux soldats qui avaient encore leur képi sur la tête et qui étaient encore là avec de vieux képis délavés. Et finalement, aujourd'hui, ce képi blanc rend hommage à tous ces valeureux guerriers qui ont su parcourir les années. Avec dans le dernier bloc le 2e régiment étranger de génie, qui fête cette année les 10 ans de son engagement, notamment en Afghanistan, où il a payé un lourd tribut durant ses nombreux déploiements. Oui, effectivement, la Légion étrangère, qui a en son sein différents corps d'armes représentés, dont le génie. Et si le régiment étranger de génie fait du génie, il n'appartient pas au génie de l'armée de terre, il est bien sous la tutelle de la Légion étrangère. Et on va passer à présent au défilé aérien avec les hélicoptères. 25 appareils qui vont défiler au-dessus des Champs-Élysées à peu près 120 mètres d'altitude. Et ça va passer là aussi très vite, alors moins que les Alpha Jet de la patrouille de France, 170 km/h en moyenne, donc on va avoir le temps de les voir et de les commenter, ces hélicoptères. Et puis on va donner la parole dans quelques instants à notre ami Tony Estanguet, qui est à bord de l'un de ces appareils pour France 2. Donc le premier tableau des hélicoptères qui met en avant le 30e anniversaire du commandement des opérations spéciales. Donc les opérations spéciales qui se veulent absolument discrètes pour le bien et le succès de ces opérations, à ne pas confondre avec des opérations clandestines qui ne sont pas menées par les armées. C'est bien la discrétion qui fait la force des opérations spéciales, qu'elles soient en mer, sur terre ou en l'air, comme on le voit avec ces 2 hélicoptères Caracal de l'escadron hélicoptère 167 Pyrénées de la base aérienne de Cazaux, et qui sont suivis par 3 différentes machines, une gazelle, un tigre et un cougar, qui montrent bien la polyvalence des hélicoptères, puisqu'il peut y avoir des hélicoptères de combat, des hélicoptères de transport de troupes, des hélicoptères d'observation, de surveillance et de reconnaissance. Et toutes ces capacités opérationnelles se complètent et viennent donner aux forces spéciales toute la crédibilité et toute la pertinence dont elles ont besoin pour opérer le plus rapidement possible. Derrière, on voit un détachement aérien de l'aviation légère de l'armée de terre, puisque tout ce qui vole, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas forcément que armée de l'air, et les hélicoptères sont en grande partie de l'aviation légère de l'armée de terre, avec 2 gazelles, un tigre et un NH-90 Caïman qui défilent sous vos yeux et qui font également beaucoup de bruit, vous le disiez tout à l'heure Julien. Ils sont suivis par une capacité opérationnelle d'assistance et de surveillance avec notamment ces 2 hélicoptères Fennec de l'armée de l'air qui assurent la surveillance et la protection aérienne et viennent combler le maillage de l'espace aérien et travailler conjointement le cas échéant avec les chasseurs. Avec à bord, vous le voyez, notre ami Tony Estanguet, champion olympique, président de Paris 2024. Tony. Je pense que vous êtes avec nous. Écoutez, c'est difficile de trouver les mots, on n'a pas mis à nos pieds la scène par un œil, même pratiquement tellement c'est magnifique, Tony. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est magique, on en a plus plein les yeux. Quel pays, quelle ville. Merci aux armées de nous faire partager cette fête nationale de cette manière, c'est inoubliable. Là, pour le coup, c'est porté aux couleurs de la France, vous l'avez fait avant. Est-ce que là, vous sentez que c'est différent? Est-ce qu'il y a une émotion particulière? Est-ce que vous avez des choses qui vous passent par la tête là maintenant? Non, mais c'est sûr que là, on se rend compte à quel point on vit dans un pays qui est incroyable et la chance que l'on a. Et encore une fois, quelle démonstration de force et d'unité. La
fête nationale, c'est la cohésion de tout un pays. Je trouve ça vraiment très émouvant et très fort, vraiment. Vous avez jeté un coup d'œil autour de vous aux soldats que vous représentez en tant que parrain. Vous sentez l'émotion chez eux, la fierté, vous la partagez? Ouais, bien évidemment, parce que tout ça n'est possible aussi que grâce à ces soldats, voilà, qui tous les jours prennent des risques, qui mettent leur vie en danger. Et quand ils tombent au combat, voilà, ils sont là, ils se reconstruisent et on sent aussi cette unité entre eux, cette solidarité. Donc il faut qu'on soit avec nos blessés, qu'on soit fiers d'eux. Et aujourd'hui, c'est aussi leur rendre hommage que de les associer à ces défilés, donc c'est magnifique. Alors on n'a pas échangé un mot pendant le vol jusque-là parce qu'on regarde des appareils qui sont à proximité directe, à moins de 40 mètres de nous. On observe le château de Versailles, on est passé devant tous les magnifiques monuments de Paris. J'imagine aussi que vous pensez aux infrastructures des Jeux Olympiques, Paralympiques. Oh que oui. C'est demain. Oh que oui, je me suis projeté là, les épreuves d'équitation à Versailles, le tir à l'arc aux Invalides, les sports urbains, place de la Concorde justement, où on vient juste de passer et survoler. Ça va être magique, effectivement, ces Jeux Olympiques et ces Jeux Paralympiques. C'est aussi ça qui est important, c'est de préserver l'ambition de ces grands moments de fierté nationale, de cohésion nationale et le sport, comme les armées d'ailleurs, ont en eux ces valeurs autour de la pratique sportive. Donc on a plein de points communs, on va organiser les premiers Jeux Paralympiques aussi dans notre pays et c'est aussi un beau passage de témoin avec justement les blessés qui souvent se reconvertissent comme sportifs de haut niveau et participent pour aller gagner des médailles pour la France aux Jeux Paralympiques. Est-ce que pour le coup là vous projetez, vous me dites, mais est-ce que vous vous rappelez de votre carrière de sportif, des émotions que vous avez ressenties? Est-ce que c'est similaire? Bon, c'était du canoë, c'était pas d'hélico, mais est-ce qu'on a de l'adrénaline pareil? Est-ce que c'est différent? Rares sont les moments effectivement où on est vraiment fier de faire partie d'un pays. Et moi je me souviens de ces quelques Marseillaises sur les podiums des Jeux Olympiques. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là où on sent que voilà, on appartient à un tout, à un pays. On fait tout ça pour montrer le meilleur de notre pays, la meilleure image. Là on en prend plein les yeux, c'est magique ce que l'on voit aujourd'hui. Et quand on est sportif de haut niveau, je pense quand on est soldat, on est tellement fiers d'être français. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est la fête nationale. Je trouve qu'on la fête formidablement bien. Et retour au défilé avec le premier régiment de chasseurs d'Afrique et les blindés qui sont sur les Champs-Élysées. Oui, tout à fait. Donc on retrouve devant, il y avait le véhicule blindé Griffon qui a fait ses premières phases d'armes cette année. Et puis le véhicule Jaguar également qu'on découvre derrière avec son canon de 40 mm qui défile pour la première fois et qui est en service au sein du premier régiment de chasseurs d'Afrique et qui sert à former toutes les unités de l'armée de terre qui vont être dotées de ce Jaguar. Le Jaguar, c'est vraiment le dernier né des armées, c'est un condensé technologique qui va progressivement être déployé et les premiers exemplaires viennent d'être livrés à certaines unités. Oui, c'est vraiment un engin blindé de reconnaissance et de combat qui est polyvalent, qui est complètement connecté au monde dans lequel il évolue et qui a quand même une vitesse d'évolution jusqu'à 70 km/h en milieu de tout terrain. Et 90 km/h, je crois, sur les chemins. Donc le 126e régiment d'infanterie maintenant qui opère donc là avec que des véhicules Griffon. Le véhicule Griffon, c'est un pilote, un tireur, 9 combattants à l'intérieur. On a vraiment une force d'action énorme. Et à ça, vous alliez le fait qu'on peut mettre 2 véhicules Griffon dans un A400M et vous avez une réelle capacité de projection à très longue distance dans un délai très court. Donc le véhicule Griffon qui a fait ses premières missions opérationnelles en Afrique cette année et qui remplacera à terme l'ensemble des VAB, les véhicules d'avant blindés. Et vous avez vu la caméra à l'intérieur de l'habitacle du Griffon, comme si on y était, en suivant bien les marquages au sol, évidemment, pour arriver tout à fait aligné face au président de la République devant la tribune présidentielle. Et donc sur chaque véhicule, on voit le chef de bord à l'avant qui est à découvert pour l'occasion et qui bien sûr peut opérer à couvert avec une protection également à l'arrière du véhicule.
Alors qu'on voit les VBCI, les véhicules blindés du combat d'infanterie du 1er régiment de tirailleurs qui se présentent face à nous, c'est vraiment très impressionnant ce défilé de véhicules blindés qui, on dirait, vraiment une marée qui nous submerge. Donc un véhicule également très performant qui peut emmener jusqu'à 11 soldats, qui a une autonomie de 750 km. Et finalement, on voit que dans ces véhicules blindés de haute technologie, les chenilles ont laissé place aux roues, parce que finalement, avec ces 8 roues, ce véhicule est totalement performant au sein, en tout terrain. À savoir que sur le Jaguar et sur ces véhicules-là, le pilote, le conducteur du véhicule peut régler directement en cabine la pression des pneumatiques en fonction du terrain. C'est quand même une belle prouesse. Les véhicules de l'avion blindé que j'évoquais tout à l'heure, donc qui seront remplacés à terme tous par le Griffon, suivis par deux petits véhicules protégés, des PVP, comme le disait le jargon, et qui protègent l'arrivée des fameux canons César du 1er régiment d'artillerie. Les canons César qu'on a découvert tout à l'heure et dont une douzaine d'exemplaires a été livrés aux forces ukrainiennes par la France. On en a beaucoup parlé au moment de ces livraisons et des premières images qu'on a reçues en provenance d'Ukraine. Et voici ici à l'image ces canons César. Du 40e régiment d'artillerie, je corrige, et qui donc viennent montrer tout le complément que ces véhicules blindés peuvent avoir les uns avec les autres. Et maintenant les véhicules chenillés du génie qui passent devant nous dans un bruit totalement assourdissant. À savoir que l'année dernière, le choix avait été fait de ne pas faire défiler des véhicules chenillés sur les Champs-Élysées et que cette année, ils sont de nouveau à l'honneur. Ce qui nécessite à chaque fois quelques petites interventions de la maréchaussée, puisqu'on voit qu'il y a des pavés qui sautent, très peu, mais il y a quelques pavés qui sautent au passage des véhicules chenillés. Le 19e régiment du génie sous nos yeux actuellement, donc le génie qui est composé de sapeurs. Alors d'où vient ce nom sapeur? Ça vient du travail de sape qui consistait à casser les défenses adverses par le bas. Regardez donc, ces engins absolument impressionnants ici à l'image. Donc ce sont des engins de franchissement de l'avant qui permettent vraiment le travail du génie, c'est de pouvoir permettre le franchissement de toutes les forces armées et de toujours aller vers l'avant. Donc il n'y a rien d'infranchissable pour les forces terrestres grâce aux génies. C'est une sorte de bateau, de pont flottant qui fait à peu près tout ça à la fois. Tout à Et fait. c'est vraiment très très impressionnant comme bâtiment. Les régiments de transmission maintenant qui sont mis à l'honneur, comme tout à l'heure à pied, avec le 54e régiment des transmissions, où on retrouve finalement devant des véhicules protégés, également des quads qui permettent de récupérer de l'information avec beaucoup d'agilité. L'armée-terre avec son nouveau matériel fait preuve de beaucoup d'agilité, et donc ces quads rentrent totalement dans cette nouvelle capacité, agilité, réactivité et adaptation. Avec au total 16 véhicules qui nous sont présentés. Et puis on voit derrière ce véhicule un drone tactique. Alors le drone tactique, le principe c'est de pouvoir aller récupérer de l'image, de l'information juste derrière la colline, ou juste ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes lors de l'avancée. Et on a aperçu les 3 quads du renseignement qui sont passés devant nous et qu'on a eu la chance de découvrir tout à l'heure en début de journée. Et ici les drones tactiques qui sont des drones qui permettent de faire du renseignement effectivement et qui peuvent voler jusqu'à 3000 mètres d'altitude avec un pilote qui se tient à une trentaine de kilomètres de son drone. Le 2e régiment de hussards qui se présente à présent avec ses véhicules. Alors je pense qu'il s'agit
Guéant, donc l'escadre aérienne de la pièce d'opération qui est stationnée sur la base aérienne 106 de Bordeaux et qui permet littéralement de créer une base aérienne projetée en quelques jours et qui permet de rendre très agile l'engagement opérationnel de l'armée de l'air et de l'espace n'importe où dans le monde. Grâce à l'ensemble de ces véhicules et l'ensemble de ces capacités, on peut y projeter donc tous les moyens nécessaires à faire fonctionner une base aérienne si on doit pouvoir mener dans le temps des opérations aériennes, puisque je le rappelle, la maîtrise de l'espace aérien est vraiment une condition sine qua non à tout engagement militaire. Et on va voir défiler à présent la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, dont on parlait tout à l'heure, qui a effectué plus de 463 000 interventions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 463 000 interventions l'an passé, ce qui a permis de sauver plus de 30 000 vies. Je le redis, hein, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est l'une des brigades les plus importantes au monde de pompiers, après Tokyo et New York, et c'est la plus importante en Europe. Après avoir manqué de périr au cours d'un incendie, c'est bien Napoléon Ier qui a créé cette brigade des sapeurs-pompiers. Et on a notre envoyé très spécial, Carole, vous êtes à bord. Oui, Julien, je me suis fait une petite place dans l'un des 13 véhicules des sapeurs-pompiers de Paris aux côtés des 158 qui défilent ce matin sous l'autorité du général Gontier. Je peux vous dire que j'ai été frappée, là encore, par leur popularité. Ils sont applaudis le long du parcours. Et je peux dire que ça fait chaud au cœur aux deux pompiers qui sont à mes côtés, parce que notamment, eh bien, le brigadier Claude Jonathan a vu sa femme dans les tribunes. C'est un grand moment d'émotion. Alors, faut pas que je me déconcentre, parce que là, vraiment, on est dans l'alignement, la vitesse, garder sa distance, vous voyez, avec les véhicules devant, ça n'a rien, mais il y a eu 5 répétitions pour être parfait, pour passer à ce moment précis devant la tribune présidentielle. Et c'est un grand moment pour eux. On vous a vu passer, Carole, on vous a vu, on vous avait fait coucou, on vous a vu à travers le pare-brise. Merci infiniment pour cette immersion avec la brigade des sapeurs-pompiers. Une unité évidemment prestigieuse au rayonnement international et qui montre aussi une certaine histoire de la France. Alors que se présente le régiment de cavalerie de la garde républicaine. Ce sont bien ceux qui ont ouvert, qui vont clôturer. On voit donc les deux percherons avec les tambours de la garde montée. Et la musique de la garde républicaine actuellement sous vos yeux. Profitez-en, c'est la dernière fois où vous pouvez étaler votre science à propos de la qualité des chevaux. Hein. C'est le moment. C'est le moment pour tout sortir. Alors, je pense que tous ceux qui montent à cheval pourront le dire. Faire du trot sur un pavé avec un cheval ferré, c'est vraiment très compliqué. C'est très délicat. Et un trou assis, un trou qui n'est pas enlevé. En rang serré, il y a vraiment une prouesse équestre là-dedans. Et puis pour les plus audacieux qui continuent à jouer de la musique en même temps. Alors, vous savez que les chevaux sont achetés le plus souvent à l'âge de 3 ans par une commission, figurez-vous, qui est composée de colonels commandants, le régiment, d'un officier vétérinaire également, d'un autre militaire du régiment de cavalerie. Voilà, c'est une décision collégiale pour le choix de chaque cheval. Et qui sont pour la plupart, vous l'avez dit tout à l'heure, de race selle français. Alors ils doivent répondre à des critères de taille, minimum 165 cm au garrot à 3 ans, des critères aussi de modèle, et présenter une robe franche. Avec la fanfare de cavalerie qui est en tête, 38 cavaliers, selon le type d'escorte, commandé par le trompette-major, avec à leur tête l'autorité défilant qui est le colonel Gabriel Cortés, qui est le commandant de ce régiment de cavalerie de la garde républicaine. Et je peux vous dire que dans les rues de Paris, quand ils passent quelque part, ils ont aussi un certain succès avec les touristes.
Voilà, c'est un régiment qui comprend 550 hommes et femmes et 460 chevaux qui ont d'ailleurs une formation particulière pour s'accoutumer eh bien, à l'environnement, c'est-à-dire au bruit des voitures, à la proximité de la population et des passants, et puis également être confrontés, le cas échéant, à des manifestants. Alors, ils sont chaleureusement applaudis ici à la tribune officielle, à la tribune présidentielle des Champs-Élysées. Et c'est l'heure à présent de l'animation finale qui va mettre en avant l'excellence académique et sportive avec une séquence, vous allez voir, musicale et une séquence émotion très forte. Voilà pour cette première partie avec le chant officiel de la BSPP. Et entends-tu et entends-tu
et ton nom claque comme un drapeau. C'est la flamme du soldat qui ravive la foi. Ta patrie et partout là où rayonne la France. Ton flambeau se brandit par fierté. France, c'est Hugo et De Gaulle sur les Champs-Élysées. C'est le sang du sillon qui redore ton blason. Six lettres qui scintillent sur tout l'horizon. France, c'est le R, révolté de la fraternité. C'est le R, espérance de toutes les résistances. C'est le A, constellé des plus fortes amitiés. C'est le M, infini d'une nation unie. C'est le C, qui présage de la force du courage. C'est le E, engagé de notre égalité. Pour des siècles de légendes, trois couleurs vendent enfants par le bleu, par le blanc, par le rouge. Nos esprits et nos cœurs se retrouvent. Si belle et rebelle, fidèle et fidèle. C'est la tienne, c'est la mienne, éternelle et on l'aime. France, c'est Marianne qui s'est défiée le pire. France, c'est une âme qui vient nous sauver jusqu'à périr. Dans le feu, dans les flammes, elle défend Notre-Dame et se donne et se bat pour les peuples en souffrance. Des médailles n'ont jamais de revers. France, la bataille, c'est le sacrifice tout solidaire. Se servir en écho des étoiles d'un maillot et gagner quand le jour d'y croire est arrivé. France, c'est le R, révolté de la flamme.
L'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes, vos armes citoyens, formez vos bataillons, marchez.